Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Alizé Télévision pour votre journal de 19 h. Nous sommes le mardi 19 juillet 2016. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Après 3 semaines de conflit, les employés du Crédit Agricole durcissent le ton. L'unique agence ouverte depuis le début de la grève a été bloquée ce matin. Après sa première aventure il y a 2 ans, Rodolphe Sifo sera au départ de la prochaine route du Rhum. Le premier Guadeloupéen à s'être annoncé rêve de bateau qui tienne la mer. Jusqu'à la fin du mois, grâce à leur créativité, de jeunes vacanciers se lancent dans la fabrication d'objets et les résultats sont plus que prometteurs. Le journal, Johan Charpentier-Titsi. C'est un conflit sans éclaircie pour l'heure. La grève au Crédit Agricole s'est intensifiée ce matin. La seule agence sur la trentaine que compte l'île, qui était ouverte depuis le début de la mobilisation, est bloquée donc depuis ce matin. Des pneus ont été disposés au niveau du parking, de l'entrée du parking du centre d'affaires de la Banque Verte à Jarry. Une nouvelle étape qui n'arrangera pas les affaires des clients de la banque, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Le conflit opposant les salariés à la direction du Crédit Agricole depuis bientôt 4 semaines a pris une nouvelle tournure avec le blocage de la dernière agence accessible au public. Aujourd'hui, nous sommes toujours au statu quo, avec une direction qui reste positionnée, campée sur ses positions, qui annonce par voie de presse qu'elle nous recevrait éventuellement demain, alors que ça fait un moment que nous sommes à sa disposition, de manière régulière, matin, midi et soir. Et elle joue la montre. Donc nous nous interrogeons à quelle fin, quels sont les desseins de cette gouvernance qui, quand nous les sollicitons à l'intérieur de l'entreprise, nous oppose une fin de non-recevoir. Donc nous sommes encore mobilisés aujourd'hui sur un site emblématique pour nous qui est le centre d'affaires de Jarry. Nous avons quitté le siège justement pour marquer le coup ici et pour attirer l'attention de la population. Non pas pour agiter un drapeau rouge, mais pour vraiment prendre conscience que nous risquons d'aller vers le mur si cette direction ne veut pas entendre raison. Et s'asseoir autour d'une table pour que nous puissions négocier sereinement et que la sérénité revienne dans l'entreprise. Nous ne demandons que ça, qu'on s'assied en gens responsables, que nous discutons, que nous mettons les choses à plat, qu'elles viennent avec des données qui tendent à prouver que nous sommes déjà en péril. Et à ce moment-là, on va discuter. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Le durcissement de ce mouvement commence à avoir des répercussions sur les entreprises locales, notamment vis-à-vis de leur clientèle. Bien sûr, on a toujours besoin, à un moment donné ou un autre, des conseils de son banquier. Ça peut m'impacter de manière indirecte par rapport à mes clients, parce que c'est vrai que c'est arrivé que certains de mes clients, leur carte ne passe pas. Alors, ils ne peuvent pas, donc du coup, faire débloquer la carte tout de suite. Donc, certaines ventes peuvent être ratées à cause de cela. Mais c'est vrai que toute grève impacte. Donc il est temps que des solutions soient trouvées. Débuté le 27 juin, pour s'opposer à la suppression de la prime de vie chère du salaire des nouveaux employés, ce conflit au Crédit Agricole prend désormais une plus grande ampleur avec le soutien de quasiment toutes les organisations syndicales guadeloupéennes qui ont rejoint le mouvement, tandis que les protagonistes, eux, campent sur leur position. Et nous venons donc de l'évoquer dans ce sujet. Les grévistes du Crédit Agricole ont reçu le soutien de plusieurs centrales syndicales. Ces dernières ont déposé un préavis de grève pour la journée de jeudi. Les syndicats demandent la résolution de tous les conflits sociaux en cours, avec cette question des 40% au cœur des débats. L'embauche PME est un dispositif d'aide à l'emploi annoncé en début d'année par le président de la République et déjà très utilisé par les patrons en Guadeloupe. Ces patrons reçoivent 4 000 € sur 2 ans pour chaque salarié qu'ils embauchent entre le 18 janvier et le 31 décembre 2016, à certaines conditions toutefois. Plus de précisions avec Anne-Elisabeth Artsen.
1200, c'est le chiffre du jour. Depuis le mois de février, c'est plus de 1200 demandes d'aide à l'embauche qui ont été enregistrées en Guadeloupe. Ce dispositif embauche PME, annoncé par le président de la République le 18 janvier 2016, a donc déjà permis à de nombreuses entreprises de recruter. Il s'agit d'une prime accordée par l'État aux entreprises de moins de 250 personnes qui embauchent un nouveau salarié. Et soit sous forme de CDI, soit sous forme de CDD de minimum 6 mois, soit sous forme de contrat de professionnalisation aussi de minimum 6 mois, ou encore possible aussi transformation d'un CDD déjà présent dans l'entreprise en CDI. Ça peut être tout type de profil de salarié. L'important, c'est de respecter effectivement le SMIC et les conventions collectives, donc le droit du travail. Et à partir de là, une entreprise qui embauche un salarié qui est entre le SMIC et 1,3 fois le SMIC peut bénéficier de cette prime, que ça veut dire 1 000 € pour quelqu'un qui embaucherait un CDD sur 6 mois. Cette prime, accordée à l'entreprise pour booster les embauches et lui permettre d'embaucher sur de plus longues durées, est également à l'avantage du salarié. Ça va quand même alléger leur problématique de trésorerie. Et pour les salariés, c'est tout bénéfice. C'est des profils de personnes qui vont pouvoir intégrer l'entreprise par rapport à des besoins qui étaient identifiés. L'entreprise hésitait. 4 000 € c'est quand même une somme particulièrement intéressante pour pouvoir alléger. D'autant plus que les calculs qu'on a fait pour un niveau SMIC, c'est que les charges patronales sont couvertes avec ce type de dispositif. Quand on fait le cumul de tous les dispositifs qui peuvent être mobilisés, on peut arriver à du zéro charge patronale. Donc c'est quand même particulièrement intéressant pour l'entreprise. Cette aide est donc cumulable avec les autres dispositifs existants. Pour en bénéficier, il suffit donc de remplir le formulaire de demande sur le site embauchepme.gouv.fr. Au 1er août, le taux du livret A ne changera pas, à savoir 0,75%. Le taux du produit d'épargne le plus répandu en France aurait dû reculer à 0,5% si l'État s'en était tenu strictement à la formule permettant son calcul. Mais le gouvernement a préféré suivre la recommandation du gouverneur de la Banque de France qui vise à assurer une certaine stabilité puisque le taux du livret A n'a jamais été inférieur à 0,75% depuis sa création en 1818. Le CROSAG est à la recherche d'un navire de pêche au large de Basse-Terre. Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane a été informé hier dans la nuit que le navire Patience, parti pêcher, ne serait pas rentré à bon port. Le survol de 2 dispositifs de concentration de poissons, les DCP, dans la nuit par l'hélicoptère de la sécurité civile n'a pas permis de retrouver le bateau. Le CROSAG demande à toute personne disposant d'informations utiles de les communiquer au numéro suivant, le 05 96 70 92 92. C'est l'heure maintenant de notre tour d'horizon de l'actualité dans notre grande région. Réunion de l'OSCE à Sainte-Lucie, tourisme à Belize. Mais avant, le Suriname où s'est tenue une conférence sur la pêche. C'est votre rendez-vous Caraïbes. L'organisme régional de la pêche dans les Caraïbes, le CRFM, a organisé à Paramaribo, capitale du Suriname, un atelier avec des représentants de la pêche des 17 États membres du CRFM afin d'étudier les moyens visant à maximiser les revenus de la pêche. Les travaux sont conduits avec l'aide d'experts de l'Université des Nations Unies Pêche et d'autres universités partenaires comme l'Université d'Islande et l'Université de Akureyri qui partageront leur expertise dans le développement de la pêche et de l'aquaculture. Le CRFM souhaite mieux comprendre la chaîne de valeur de cette industrie afin de mesurer ses contraintes et d'identifier des possibilités d'investissement et d'autres interventions de nature à générer des rendements plus élevés. L'objectif déclaré vise à améliorer la rentabilité globale et à assurer la viabilité de l'industrie dans les Caraïbes. La 63e réunion de l'Organisation des États des Caraïbes orientales, OSCO, s'est tenue le 14 juillet dernier en ayant recours à la vidéoconférence pour la première fois. L'autorité a accueilli le Dr Timothy Harris, Premier ministre de Saint Kitts et Nevis, à la présidence et a salué la contribution significative du président sortant, le Dr Keith Mitchell, Premier ministre de la Grenade. Tous les États membres étaient présents, exception faite de la Martinique, en qualité de membre associé, et d'Anguilla. L'OSCO a réaffirmé ses objectifs stratégiques, visant notamment à la mise en place d'une structure régionale chargée de la coordination des questions de santé, l'harmonisation des droits de douane et la libre circulation des personnes, ainsi que la mise en œuvre d'une politique spécifique en faveur de la jeunesse,
axée sur le numérique. L'OSCO a rappelé que la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a identifié les Caraïbes comme l'une des régions les plus exposées à ces transformations au cours des 30 à 50 prochaines années. Il a été convenu que la 64e réunion de l'OSCO se tiendra à Saint Kitts et Nevis les 16 et 17 novembre prochains. Le secteur du tourisme de Belize est en plein essor. Les derniers chiffres du pays montrent qu'il est devenu l'une des destinations les plus dynamiques dans la région des Caraïbes, avec une augmentation de 16,5% du nombre de visiteurs par rapport à la première moitié de 2015. Cette forte croissance représente 213 430 visiteurs et c'est la première fois que Belize dépasse la barre des 200 000 visiteurs au cours des 6 premiers mois. Le meilleur mois enregistré était mars avec un total de 43 063 visiteurs, soit une augmentation de 10% pour un seul mois. Les États-Unis sont le principal marché de la source pour le Belize, avec environ 70% des arrivées de touristes dans le pays. L'élection d'Alfred Marie-Jeanne à la tête de la collectivité territoriale de Martinique n'est pas remise en cause par le Conseil d'État. 2 requêtes émanant d'un employé de la mairie de Fort-de-France à la retraite et d'un militant écologiste visaient à dénoncer les conditions de l'élection du leader indépendantiste. Le Conseil d'État a donc estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de motifs pour rejeter l'élection de Chabin. Plus que 10 jours maintenant avant le départ de l'événement sportif majeur de l'année en Guadeloupe, le Tour cycliste. Problème, le comité cycliste régional estime qu'il manque des signaleurs, ces hommes et femmes chargés d'assurer la sécurité sur les routes du Tour. Clotaire Boicas, premier vice-président du comité, passe même un appel aux volontaires. Il est au micro d'Anne-Elisabeth Artsen. Il nous en faut cette année au moins 120 signaleurs. Pourquoi ? Parce que il faut dire que le service public se dégage petit à petit. Avant, sur les lignes d'arrivée, nous avions eu des gendarmes, zone gendarme, police en zone police, mais aujourd'hui, nous sommes obligés d'avoir une société de gardiennage sur la ligne d'arrivée. Alors c'est tout de même que sur la route, s'il y a des points vraiment importants, on leur demande d'intervenir, d'être là. Mais tant que nous pouvons fonctionner, ils nous demandent de fonctionner. Vous voyez par exemple au niveau des motards, auparavant on avait l'ensemble des motards de la Guadeloupe, mais ça commence à diminuer petit à petit. Et les années à venir, je sais que nous serons obligés d'avoir des motards signaleurs sur le tour, puisque pour les compétitions, à part du tout, toutes les autres compétitions, et donc les signaleurs arrêtent les voitures, bloquent la circulation pour permettre le passage des coureurs et jette un œil pour voir si tout est bien organisé, tout est bien fait. C'est son engagement. Alors, donc ce signaleur, normalement, doit avoir le permis de conduire. Et aussi, une formation que nous faisons, nous allons faire chaque année, nous allons faire cette formation avec la gendarmerie et la police nationale le 27 de ce mois à 19h au comité régional. Nous venons d'entendre Clotaire Boicas au micro d'Anne-Elisabeth Artsen. Un autre événement, plus lointain celui-ci, la Route du Rhum 2018. C'est à cette compétition que Rodolphe Sefo souhaite participer. Cet éducateur sportif de profession a déjà participé à l'édition 2014 et entend prendre le départ en 2018 à bord d'un bateau plus performant. Portrait du premier Guadeloupéen à annoncer sa candidature pour 2018. Un sujet signé Éric Pommier. Rodolphe Sefo a encore des envies de grand large. Sa motivation s'est décuplée à l'idée de participer à nouveau à l'édition 2018 de la Route du Rhum, célèbre course au large et en solitaire. Il a été de la fête en 2014 sur son petit monocoque. Première participation et des résultats qui en disent long sur son potentiel à traverser l'Atlantique, malgré sa méconnaissance du terrain. 26e de sa catégorie classe 40, 2e de la classe 40 vintage, ce Rhum-là a eu comme un goût sucré pour le skipper guadeloupéen. C'est un peu un rêve d'enfant, la Route du Rhum, particulièrement pour nous les Guadeloupéens. Je pense qu'on est encore plus attachés à cette course puisque c'est une transat qui arrive en Guadeloupe, donc c'est une des plus belles transats du monde avec un niveau quand même assez élevé et on a la chance que cette course elle arrive en Guadeloupe au cœur de la ville de Pointe-à-Pitre. Donc c'est vrai que depuis petit on la voit et donc ça nous donne forcément envie d'y participer. Rodolphe Sefo n'a que 5 ans quand il se le jette à l'eau. 25 ans après, ce Guadeloupéen est toujours en harmonie avec cet univers marin qu'il affectionne. Il en a fait son terrain de compétition.
Ça semble bien lui réussir puisque notre gaillard se fait un nom et une réputation. Plusieurs fois vainqueur du championnat de Guadeloupe, tous supports confondus, vainqueur de la semaine de Shellcher en Martinique en 2012, deuxième tout récemment au voile de Saint-Barth, sérieux concurrent du championnat de France senior il y a quelques années, Rodolphe Sefo a accumulé de l'expérience. Mais l'appel du Rhum est certainement l'événement nautique qui lui fait perdre la boussole, il veut à tout prix y participer. Si on retourne à la route du Rhum 2018, c'est pour faire mieux de toute façon. Donc l'objectif, c'est une meilleure préparation et aussi avoir de meilleurs résultats au final, donc avoir une meilleure performance. Et pour ça, on essaie de mettre en place le projet dès maintenant. On a vraiment voulu, dans le projet qu'on reconduit en 2018, rester à la hauteur de nos ambitions. Donc on repart en classe 40, donc dans une catégorie qu'on connaît déjà, sur laquelle on navigue déjà, avec des budgets qui sont un peu moins importants, bien entendu, que les ultimes. Et c'est vrai qu'en tant que compétiteur, on a forcément envie d'aller un peu plus loin. Donc on place quand même des ambitions assez hautes par rapport aux performances, mais en gardant un projet réalisable. Rodolphe Sefo veut aujourd'hui conjuguer la route du Rhum avec performance. Son projet, acquérir un nouveau bateau. Le plus vite sera le mieux car notre skipper a des projets plein la tête. Mais l'objectif prioritaire est l'acquisition et surtout faire corps avec sa machine. Il faut être très rapidement dans le coup. Rodolphe Sefo rappelle que certes il est un compétiteur, mais avant tout un amateur confronté à des grands noms de la voile. Performer, il le murmure car il connaît le niveau de ses concurrents directs, bien représenter la Guadeloupe. C'est son leitmotiv. La route du Rhum, elle est en solitaire, mais autour de moi, il y a toute une équipe qui m'accompagne. Donc aujourd'hui, on est en train de monter une campagne de financement participatif et ça va être le début de la communication du projet. Et pour inciter aussi les Guadeloupéens à nous rejoindre, à rester à l'écoute du projet et à nous aider, bien entendu, à contribuer à faire avancer ce projet. La route du Rhum est l'événement nautique par excellence organisé tous les 4 ans. Le compte à rebours est donc déjà amorcé. Rodolphe Sefo est déjà lancé dans une course folle pour que son projet aboutisse. Et puis il y a d'autres navigations à venir justement pour mieux apprivoiser son bateau de compétition, les voiles de Saint-Tropez et surtout l'Atlantic Club aux États-Unis. Rodolphe Sefo finalement se dit prêt pour engranger autant de 1000 milles nautiques pour que l'année en question, c'est-à-dire en 2018, courir à la route du Rhum, ne soit qu'une formalité. Dardar. Non, je ne vous presse pas à quoi que ce soit. Il s'agit du nom des ateliers artistiques que propose Françoise Charolles jusqu'au 29 juillet au Gosier. Le principe, organiser une semaine d'activités créatives pour les enfants à partir de 7 ans, à raison de 6 enfants par semaine. Cécile Allègre est allée à la rencontre de ces jeunes vacanciers avides d'art. Reportage. Peinture, collage ou fabrication, ces apprentis artistes regorgent d'imagination. Les ateliers Dardar mettent en avant la créativité et la connaissance artistique. L'artiste en charge de l'animation des activités reçoit un groupe composé au maximum de 6 enfants pour une immersion dans la création. Grâce à cette mise en pratique ludique, ces jeunes expriment leur inventivité. Chaque semaine, je fais un programme différent et les enfants s'inscrivent en fonction de ce qu'ils ont envie de faire. Donc la semaine dernière, on a travaillé sur de la récupération carton, donc on a fait des villes en carton. On a fait aussi, comme je travaille beaucoup sur l'environnement, on a fait un cendrier pour aller à la plage parce que beaucoup de gens fument à la plage. J'accueille 6 enfants maximum parce que toute l'année, ils sont quand même pris dans la turpitude scolaire avec du monde, du bruit. Donc je leur accorde un espace où ils sont au calme, dans un cadre agréable. En amont, moi, je prépare tous les ateliers, donc j'en fais. Et puis, les faire avec eux, c'est aussi très agréable parce que c'est un moment de partage, on compare un petit peu ce qu'on fait, on se donne des conseils. Oui, c'est très très bien comme ça. C'est au calme, dans une résidence de Dampierre, que les apprentis artistes réalisent leurs œuvres avec passion et attention. Fiers de leur réalisation, ils pourront ensuite faire partager le résultat de leur travail avec leur famille. Mais, au-delà de la création, les ateliers Dardar encouragent la convivialité et le partage en organisant des pique-niques, des randonnées ou bien encore des balades à la plage. J'aime bien l'art, on est bien, on est calme, il y a un bon point de vue et c'est marrant. Je suis venue pour apprendre à créer des choses. J'aime faire les colliers. Des colliers, j'aime beaucoup faire la peinture. L'année dernière, j'avais déjà fait ça avec mon ami et que j'avais beaucoup aimé parce qu'on avait fait des masques et que c'était rigolo. Moi, j'avais fait un sorte de clown. C'était assez rigolo parce que des fois, je pouvais faire des blagues à mes parents.
Au programme cette semaine, la réalisation d'un attrape-rêve. Entre le choix des perles, des tissus et la mise en application des conseils de Françoise Charol, ces petits créateurs ne risquent pas de s'ennuyer. J'ai choisi les couleurs parce que j'ai adoré le premier attrape-rêve que j'ai vu. Et aussi j'ai choisi les couleurs en fonction de ma chambre. Et ensuite j'ai découpé des tissus, j'ai essayé d'aller dans des tons différents. Après j'ai mis des perles et puis j'ai tissé. Au début, en fait, tu choisis des tissus qui sont harmonieux entre eux. Françoise te donne un rond en fil de fer et en fait, tu choisis un tissu un petit peu comme de la paille, de la couleur par rapport à tes tissus. Tu choisis celle qui convient le mieux et tu mets de la colle et tu tournes tout autour et après, tu fais des croisés, tu mets des perles et tu donnes un petit style au truc. Françoise Charol est une artiste pastelliste. Elle profite ainsi des vacances scolaires pour accueillir un public plus jeune, souvent plus spontané que les adultes. Ces ateliers lui permettent ainsi de rompre avec l'isolement que les artistes peuvent parfois rencontrer. Tu peux les croiser, c'est très joli. Et quelques mots sur la météo. Le temps se dégrade assez nettement avec des averses orageuses prévues sur la Basse-Terre et le sud Grande-Terre. Demain matin, pas d'amélioration. Au contraire, les orages se propagent à tout l'archipel. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, le journal national, suivi de votre téléfilm « L'homme a tout faire », ça ne s'invente pas. Demain, vous avez rendez-vous avec Ronnie Nabal à 12h30 pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale. Passez une excellente soirée sur Alizé Télévision.